Moi c'est Corentin, je vais vous parler un peu du code de back-end du Pass Culture qui est écrit en Python et qui, il n'y a pas si longtemps, a entamé une procédure de typage du back-end. Alors, on a 10 minutes ensemble, donc je vais rentrer vite dans le pourquoi du sujet. Pourquoi on s'est dit, ouais, on va coder du Python, c'est pas un langage qui est typé a priori. C'est quoi les intérêts? Donc rapidement, pros and cons, le premier truc c'est les bugs. En fait, ce qui nous a lancé dedans, c'est qu'on avait des choses comme ça en prod. None has no attribute lower, ça devrait pas arriver. Le truc le plus simple pour l'attraper le plus tôt possible, c'est le typage, parce que notre outil de typage va nous dire attention, tu essaies d'accéder à un lower sur quelque chose qui peut être none, tu gères pas le canon, etc. La deuxième raison, c'est que mine de rien, ça fait du code mieux documenté. Là, quand je lis send welcome to pro email, je sais qu'il me retourne un booléen. Je n'ai pas besoin d'aller voir ce que fait mails.send pour savoir qu'il va me retourner un booléen. A priori, ça va me dire succès ou pas succès. Je peux toujours aller vérifier parce qu'il faut faire gaffe au a priori. Mais d'un coup d'œil, je sais ce qu'il va me retourner, je sais ce qu'il attend aussi. Je sais qu'il veut un user complet et pas juste son ID par exemple. Donc j'ai moins besoin d'aller chercher dans le code pour savoir ce qu'il fait. Et non négligeable, ça aide l'autocomplétion. Là, ça aide Copilot, mais ça aide aussi VS Code, les deux. Enfin, c'est les deux que j'utilise. J'imagine que ça aide aussi la plupart des trucs qui font de l'autocomplétion. Parce qu'il voit que j'ai un truc qui s'appelle Send Transactional Email. Il sait que ça attend un user et un truc de format de data. Il me le propose, je vais plus vite. Bon, par contre, ça a aussi un coût. Donc, principalement deux trucs. C'est que ça prend du temps et de l'énergie. C'est plus de code à écrire. C'est comme écrire de la doc en live aussi, donc ça prend plus de temps à écrire. Et quand ça casse, il faut fixer, etc. Et il faut faire gaffe, ça va être plutôt... alors l'outil que je vais vous présenter, MyPy, qui est à peu près le state of the art en Python. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs qui codent aussi bien que MyPy, qui typent aussi bien que MyPy. C'est plus adapté à Python 3. Il se trouve qu'au Pass Culture, c'est pas grave parce qu'on est en Python 3.10, mais si vous êtes sur du 2. quelque chose, ça marche, mais moins bien. Voilà, donc globalement, ça avait l'air de peser plutôt pas mal pour. Bon, évidemment, prendre du temps et de l'énergie, c'est important de bien le peser, et c'est d'ailleurs la première partie du plan. Donc ça, c'est notre pourquoi. Je vais prendre un petit peu de temps pour parler du back-end du Pass Culture, l'enjeu de la codebase, des chiffres rapidement. C'est une grosse codebase. Il y a du coup, comme je disais un peu dans le titre, à peu près 100 000 lignes de code. Ça fait 5 ans que le back-end existe. Donc ça a eu le temps de pas mal évoluer. Et actuellement, il y a 111 contributeurs, donc beaucoup de devs qui codent ensemble. Là, j'ai mis un petit screen de la semaine dernière. 121 pull requests mergés. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment faire un truc où on type toute la codebase d'un coup. Soit on va avoir 1000 conflits, ça va être intenable, soit ça va bloquer tout le monde pendant trop longtemps. Il va falloir trouver une approche plus incrémentale. Petites observations quand je suis arrivé, il y avait déjà MyPy sur le Pass Culture, mais pas bloquant dans la CI, donc en fait ça servait à rien. Il y avait, je crois, quasiment 2000 erreurs MyPy qui popaient à chaque pré-commit, et tout le monde s'en fout parce que la CI dit OK, ce qui est un problème. Du coup, on allait voir un peu ce que proposait MyPy dans ce genre de cas, dans le cas où je veux typer progressivement quelque chose. Et la reco de MyPy, c'était, je résume, mais typer fichier par fichier. Tu dis à MyPy, voilà les fichiers que tu check. Et puis tu en ajoutes petit à petit jusqu'à avoir toute ta codebase. On a hésité à partir là-dessus et il se trouve que finalement on n'est pas vraiment parti comme ça, notamment parce qu'on bossait avec Mathilde qui avait l'expérience de passer de JavaScript à TypeScript, ce qui est un peu plus vénère parce que pour le coup on ne peut pas faire progressivement fichier par fichier. Mais elle avait une approche qui nous plaisait bien et qui avait l'air de marcher avec MyPy aussi. Et du coup, on a décidé de plutôt partir là-dessus parce que ça permet d'être un peu plus granulaire sur comment on typait. Notamment, fichier par fichier, c'est bien si tous vos fichiers sont bien indépendants les uns des autres. Sinon, à un moment, on va toucher au modèle user et ça va impacter énormément de trucs et ça va être dur de réussir à typer tout ça. Et donc, le plan, comment qu'on a fait? Du coup, la partie intéressante du talk finalement. Le plan c'était ça, en gros, globalement on voulait d'abord embarquer les devs, une double step qu'on a fait en même temps de rendre MyPy obligatoire dans la CI et ignorer les erreurs, c'est un peu le truc qu'on a pris de TypeScript, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a des erreurs, on les marque comme ignorées et we move on. Mesurer l'avancée, ça c'était pour avoir un peu de win de temps en temps et savoir où on en était et finalement vraiment corriger les erreurs. Donc premier truc, qui était un peu le plus important, je pense, c'était embarquer les devs. C'était pas gagner d'avance, même si au Pass, il y a quand même une culture de l'amélioration continue. Les devs sont plutôt pro amélioration de comment le code est écrit. Il n'y a pas eu trop de réticence, mais finalement, les slides du début où il y avait le pro and cons, il fallait embarquer les devs qui n'étaient pas convaincus sur le fait que ça valait le coup de passer ce temps et cette énergie pour ce gain-là. Globalement, ça s'est bien passé. Big shout out
Donc Victor et Cyril, avec qui on a bossé là-dessus parce que c'est eux qui ont convaincu les devs concrètement, c'est pas moi. Voilà. Deuxième étape, donc on l'a fait en même temps. Rendre MyPy obligatoire dans la CI et ignorer les erreurs. En gros, le but, c'est arrêter l'hémorragie. On ajoute tout le temps de plus en plus d'erreurs parce que personne ne type son code ou alors le typage n'est pas clair et donc du coup, enfin, le typage n'est pas utilisé. Donc du coup, on veut un état où ça arrête d'augmenter et après, on va travailler à diminuer le backlog d'erreurs en gros. Donc rendre MyPy obligatoire dans la CI, c'était très facile, il y avait déjà une CI, il suffisait de lui dire. En plus, MyPy était déjà installé. Par contre, ignorer les erreurs, un peu plus dur parce que y en a beaucoup. Il y en avait presque 2000, je crois. Donc on a écrit deux petits scripts avec donc Mathilde et Raphaël. XD, c'est moi. Je vous ai mis les liens. Je ne crois pas que vous ayez les liens, les slides après, mais je les ajouterai dans le truc du meet-up, dans l'événement après. En gros, ces deux scripts, il y en a un qui lance MyPy et qui, à chaque fois qu'il pop une erreur, colle un commentaire type ignore avec le type de l'erreur. Comme ça, on peut traquer qu'est-ce qu'on a comme volume d'erreur de quel type. Et le deuxième, c'est il se trouve qu'il y en a plein qui servent parfois pas. Par exemple, on met à jour MyPy, on gagne gratuitement, j'en reparlerai après. Il devient meilleur et du coup, il y a plein de type ignore qui ne servent plus, plutôt que de les enlever à la main et on a fait un petit script qui le fait. Ensuite, avant de se lancer concrètement dans baisser le stock, même si là, il y a un peu de spoiler, on mesure d'abord l'avancée et c'est là que mettre des type ignore partout, c'est peut-être un peu moche dans le code, mais c'est cool parce qu'on peut les traquer à l'erreur près. Et j'ai pas mis ça ici, mais on avait un peu un graphe de c'est quoi l'erreur la plus commune, c'est quoi le fichier où il y a le plus de problèmes, et on avait un peu un graphe de par où commencer. Et ça, c'est un peu où on en était. Donc au début, c'est quand on a commencé à mesurer et pas encore fait le switch. Donc en bleu, c'est le nombre d'erreurs que MyPy pop. Donc ça montait. Au moment où on a dit, dis donc, ça serait cool de s'intéresser à MyPy, ça a arrêté de monter un peu naturellement, donc les devs ont commencé à faire gaffe. Et le switch, c'est le moment où on transforme les erreurs en ignore. Et après, ce qui est assez ouf, c'est que on avait du temps pour améliorer, retirer les erreurs, enfin typer notre code concrètement. Mais ce n'était pas la majorité de notre semaine. On ne s'est pas dit, allez, on se pose 15 jours et on type tout. On s'est plus dit, on fait 2 heures, une demi-journée par semaine en fonction de quand les devs sont dispo. Mais naturellement, ça a quand même baissé. Parce que la CI bloquait, donc tout ce qui était nouveau était corrigé tout de suite. Petit point sur ce truc-là qui doit vous étonner un peu. On a mis à jour SQL Alchemy qu'on utilise, qui est devenu meilleur à expliquer à MyPy ce qu'il faisait. Donc MyPy a découvert plein de trucs. Ce qui est cool, c'est que le dev qui a fait la mise à jour, ça se voit, a juste après fait les corrections. Donc c'était très classe de sa part. Mais globalement, voilà, ça descend. Et on était assez content d'arriver. Notre objectif, c'était diviser par 2. Donc là, on voit un peu la suite. On veut continuer à diviser par 2, mais on a fait une pause quand on est passé de plus de 2000 à 1000, en disant cool, déjà la moitié, et les trucs critiques étaient typés. Et voilà, ensuite, corriger les erreurs. Finalement, il n'y a pas tellement de plus à faire que de prendre le temps, de s'intéresser à la doc de MyPy, c'est quoi le duck typing, comment je peux typer ce truc-là que je ne connais pas, etc. J'ai mis un petit truc qu'un dev a développé qui était un petit robot qui passait sur les PR et qui te disait bien tu as diminué le nombre de types ou pas bien tu as augmenté avec un petit lien vers l'année en cours parce que c'était rigolo. Voilà, c'était un peu le truc de garder la motivation qu'on a un peu gardé jusqu'à diviser par 2. Après, il y a eu un peu un moment de flottement, là on reprend. Quelques trucs qu'on a appris en faisant tout ça, nos tips. Mettre à jour régulièrement MyPy ou vos librairies, c'est souvent des gains gratuits. Alors parfois c'est des pertes aussi, comme on a vu avec SQL Alchemy. Mais globalement, à chaque fois que MyPy a fait une mise à jour, je crois que 2 fois sur 3, il était meilleur sur ses faux positifs. Donc c'était cool. En fait, il y avait des PR comme ça, genre j'ai juste viré des type ignore parce que MyPy s'est mis à jour. Et du coup, on a fait le choix, qui est un peu controversé, de ne pas fixer la version de MyPy dans les dépendances. Donc il se met à jour tout seul. Concrètement, il peut casser la CI sur master parce qu'il s'est mis à jour, mais ça se fixe assez vite. Et au pire, si c'est vraiment une grosse erreur, on refait tourner le script, il y a des nouveaux commentaires, c'est un peu dommage, mais voilà. Deuxième truc, commencer par un exemple parfait. À Todo, on appelle souvent ça une joconde. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de devs, il y en a plein qui ne s'intéressent pas forcément à ça, il y en a plein qui ne sont pas à l'aise avec Python. Faire un peu un fichier en disant, regardez, ça c'est le modèle machin, c'est comme ça qu'il faut faire en cas de doute. Et du coup, moi je ne l'ai pas mis parce que c'est un gros modèle, on s'est dit autant faire le compliqué d'abord. Comme ça, il y a un peu tous les cas dedans. Ça sert à éviter des mauvais copier-coller et avoir les bons copier-coller. Même si souvent les copier-coller, c'est pas ouf, mais... Petit truc un peu plus concret, attention à votre ORM, nous on s'est fait avoir par SQL Alchemy. Là, j'aurais pensé qu'on n'ait pas besoin du type hint que c'est un int, parce que normalement, SQL Alchemy il va dire MyPy, t'inquiète, c'est un integer dans la colonne, il est nullable, et il n'est pas nullable, donc ce sera un int. Et en fait, il se trouve que, donc on a pris le parti de dire que c'était un int, mais en fait, si on ne met pas le type hint,
c'est un int ou un none. Potentiellement, il n'est pas défini. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça, c'est correct. J'ai le droit d'instancier un latest DMS import et seulement après lui donner procedure ID. Pour Python, c'est OK. Et par contre, SQL Alchemy, il va râler sur le nullable qu'au moment du commit. Donc ça marchera. Et donc du coup, pour ça, enfin voilà, faites attention. Nous, c'est le petit piège qui nous a le plus mis KO, où on s'est dit, waouh, on s'y attendait pas. Nullable false, normalement c'est un int. Et en fait, dans Python, tant que c'est pas committé, bah, pas forcément. Et dernier type, rester pratique. On avait prévu ça, et on l'a pas fait. On avait prévu, comme on a le petit policier là dans la CI qui nous dit « Ah, trop bien, tu as diminué le nombre de type ignore », on s'était dit on pourrait interdire d'augmenter le nombre de type ignore. Comme ça, si tu en rajoutes parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est un truc qui n'est pas géré par MyPy, bah, tu dois en enlever autre part pour faire avancer l'effort de typage de la codebase. On a laissé tomber parce que naturellement, ça descend. Même les fois où on a eu besoin, par exemple avec Redis, c'est pas très bien intégré dans MyPy, ça s'est quand même bien passé, ça diminue plus que ça augmente. Et en fait, ça aurait énormément bloqué plein de moments où c'était un peu justement les mises à jour de MyPy sur master, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est notre troisième type, quatrième type, je ne sais plus. Voilà, du coup Rex en gros rapidement, on a mis un peu de temps mais c'est parce qu'on prenait aussi le temps. En 5 mois à peu près, on a divisé par 2, donc on est passé de plus de 2000 erreurs à 1000 et on continue. Donc là je crois qu'on est à 700, c'est cool. Et on n'a plus que, là j'ai regardé dans Sentry, les bugs de ce type-là, donc il y en a encore parce que tout n'est pas typé, mais en fait on voit que vraiment la majorité a été attrapée. Là il y en a un sur les 90 derniers jours. Avant on en avait bien une 10-15 qui passaient et qu'il fallait reprendre, corriger, voilà. Et qui parfois étaient ignorés parce qu'il y en avait trop. Voilà. Maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au-delà des bugs fonctionnels, des erreurs sur Sentry, est-ce que vous avez découvert des bugs fonctionnels déjà existants dans la base de code qui ne seraient pas arrivés dans Sentry, ouais. Alors j'ai envie de te dire oui, mais ça remonte un peu, parce que le début remonte un peu et c'était là où il y avait le plus de trucs. On a trouvé des bugs en retypant des fonctions en se disant « Ah ouais, si c'était appelé comme ça aurait pu créer un bug. » Mais pas des masses, souvent ils étaient dans Sentry. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs, donc ce qui est buggable est buggé en général. Est-ce que vous avez été capable de mesurer en fait le temps passé justement à typer par vos développeurs? Non. Pas facile, on pourrait compter les PR où il y a ça, mais en fait, entre les moments où on passe beaucoup de temps pour défricher un truc, et après ça débloque les autres devs parce que l'apprentissage passe, ça on n'a pas mesuré, ouais. Moi, je ne suis pas développeur Python, mais est-ce que tu utiliserais la même technique de typage sur n'importe quelle base de code assez grosse et longue à maintenir dans le temps, ou ça dépend des projets? Alors, il y aura des choix tech où tu n'auras pas le choix parce que c'est typé dans le langage, genre Java. Mais en Python spécifiquement, je veux dire. Ah, d'autres bases de Python? Ouais. Je pense, ouais. Le gros truc, ce sera onboarder les devs. Maintenant qu'on a une expérience qui a marché et qui continue à marcher, je pense que ce sera plus facile d'onboarder les devs. Mais ouais, j'aime bien cette méthode.